Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Nous sommes en guerre. Maman, maman, je préfère à mes jeux fous. Maman, maman, demeurer sur tes genoux. Vous présente Tanguy, un man qui s'ennuie. Le petit-fils de sa maman ne fait rien dans sa vie. Il est toujours enfermé dans sa chambre. Hiver comme été, de janvier à décembre. Il n'aime pas taper, non, il trouve ça trop dur. Il en bave déjà quand il sort les enfures. Nous sommes en guerre. La guerre, dans tous ses états, bien sûr. Et on va parler d'abord de vol au-dessus. De quel nid? Et des vols qui ne marchent plus, notamment chez Boeing. Beaucoup d'accidents chez Boeing, beaucoup d'accidents en ce moment. Pourquoi? On va en parler avec Michel Polaco. Michel Polaco, vous le connaissez, bien sûr, journaliste très longtemps à Radio France, mais il a été aussi, Michel Polaco, il a été pilote et expert aéronautique. Il a été formateur. Donc, qu'est-ce qui se passe avec Boeing? On va essayer d'en parler. Et, effectivement, l'avion... il y a des gens, vous savez, qui ont le fear of flying, la peur de voler, et on peut comprendre aussi. Et d'ailleurs, on nous dit, vous savez, les écologistes nous disent, c'est fini, 4 vols pour toute votre vie, hein. Voilà, 4 vols pour toute votre vie. Enfin, on va prendre le temps d'en parler, et puis, qu'est-ce qui se passe alors? Le laxisme, tous les jours, encore une fois, encore et encore, d'accord, tous les jours, crime, tabassage, violence, etc. C'est devenu, encore une fois, c'est devenu presque c'est même pas une habitude, quoi. On s'attend, qu'est-ce qui se passe quand il y a un jour où il n'y a pas quelque chose, hein? Le sentiment d'insécurité. On va en parler avec Pierre Mérissève, directeur de l'Institut pour la justice. Et puis, la génération Tanguy. Oui, les gens qui restent chez papa, maman. Effectivement, papa, maman, ils sont de plus en plus nombreux, hein, et de plus en plus âgés à dire, écoutez, tout ça c'est trop cher, c'est compliqué. Allez, je reste chez papa, maman. Mais papa, maman, sont-ils encore là? Dans dimanche, c'est la fête des mères. Et est-ce qu'on peut parler encore de papa, maman ou autre chose? Là aussi, ça vaut le coup de passer un peu de temps avec. Et puis, les détenus en visite au château de Versailles, on va en parler. Et en seconde partie, on va parler de 2 sujets très intéressants à 2 degrés très divers. Le woke, vous savez, le fameux woke, la cancel culture, etc. Et un écrivain qui dit, mais il y a un antidote au woke, c'est le rock. Le rockisme contre wokisme, Daniel Saller-Schiffer, il en parle, et on va swinguer sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Qu'est-ce qui se passe dans certains avions? Qu'est-ce qui fait que perte de pièces de carling en vol, problème de moteur, soucis mécaniques? Et quand on est effectivement dans l'avion et que ça commence à tanguer et que ça ne va pas, on commence vraiment à paniquer. Alors, on va pas paniquer sur tout, mais quand même, il y a une compagnie où les incidents se sont enchaînés. On en parle tout de suite. Sud Radio, Berkov dans tous ses états, le fait du jour. Le grand Robert Charlebois, effectivement, Lindbergh, une de ses meilleures chansons qui date de 68, je crois, ou 67 ou 68, et où il parlait effectivement de ces compagnies qu'il prenait et reprenait. On prend tous effectivement des voyages. Le voyage, si on veut aller découvrir le monde, on le fait comment? Ça prend beaucoup de temps, autrement que dans l'avion. Mais en même temps, série noire chez Boeing. Une certaine série noire et des espèces de vraiment d'incidents, et on voudrait comprendre, et quelqu'un qui comprend très bien ça, qui connaît très bien ça, et vous le connaissez, il a été très longtemps journaliste sur Radio France, Michel Polaco, bonjour. Bonjour André. Bonjour. Michel Polaco, vous êtes non seulement le journaliste qu'on connaît, mais vous avez été effectivement d'abord expert en aéronautique, vous avez piloté vous-même et vous avez aussi formé. Alors, effectivement, on peut dire oui, c'est une série noire, ça arrive à tout le monde, mais là quand même sur Boeing, il y a eu prise, je rappelle rapidement
Boeing 737, le 9 mai, violemment sorti de la piste lors du décalage sur l'aéroport de Dakar au Sénégal. Ensuite, le 8 mai à Istanbul, en Turquie, un avion cargo Boeing de FedEx n'a pas réussi à sortir son train d'atterrissage avant. Il a dû se poser avec le nez directement sur le tarmac. Enfin, ce Boeing d'Air France en route pour les États-Unis qui a été détourné vers le Canada à cause d'une forte odeur de brûlé inexpliquée. Il y a aussi autre chose, c'est pas la même chose, mais enfin, hier encore, l'avion qui s'est mis à trembler, le passager du vol Londres-Singapour, victime de turbulences extrêmes. Mais ça, les turbulences extrêmes, ce n'est pas peut-être la faute de la compagnie. Michel Polaco, est-ce qu'il y a quelque chose quand même de spécifique chez Boeing qui fait qu'il y a eu cette multiplication d'incidents ou d'accidents? Alors écoutez, très honnêtement, d'abord il faut dire que, par exemple, l'année dernière, en 2013, il y a eu 40 millions de vols d'avions. Oui. 4 milliards de passagers transportés, un seul avion s'est écrasé, oui. Un avion qui s'est écrasé au Népal. Il faut le rappeler, suite à une erreur de l'équipage. Donc voilà, il faut quand même se rassurer. Absolument. Deuxièmement, des incidents, ils s'en produisent tous les jours, sur tous les modèles d'avions. Ce sont des incidents qui n'ont pas d'influence sur la sécurité, parce qu'il y a des équipages, des avions qui sont très redondants, des centres de contrôle, etc. Donc voilà, faut se rassurer. Maintenant, au sujet de Boeing, il est vrai que on cite Boeing quasiment tous les jours dès qu'il se passe la moindre chose. Et je crois qu'on fait un amalgame. Oui, c'est vrai, Boeing a commis des erreurs et Boeing a commis des fautes. Boeing a commis des erreurs en ne lançant pas un modèle d'avion nouveau il y a une vingtaine d'années pour concurrencer l'Airbus 320. Et aujourd'hui, ils sont dans l'obligation de moderniser pour la 4e fois leur vieux Boeing 737 pour en fabriquer le 737 MAX, qui est quand même un vieil avion très bricolé. Michel Polaco, il y a eu 2 accidents, un en 2018, un en 2019. Ouais. Michel Polaco, mais pour ce qui est, alors il y a eu aussi cette affaire de porte qui a été éjectée d'un Boeing 737 d'Alaska Airlines. Oui. Et là, c'est encore une faute du constructeur Boeing, qui a sous-traité un grand nombre de travaux de fabrication ou de modification des avions à des entreprises, et ce sont des entreprises qui n'ont pas évidemment le soin, le sérieux, la rigueur qu'avait l'entreprise Boeing, qui elle s'est un peu détachée de tout ça pour rentrer dans la finance et pour se sortir un peu de son métier d'ingénieur. Mais néanmoins, la plupart des incidents dont on parle, y compris pour les Boeing, sont des incidents qui n'ont rien à voir avec Boeing. Quand un Boeing se pose sur le nez parce que le train avant n'est pas sorti, c'est parce que la maintenance, l'entretien de l'avion par la compagnie aérienne ou par les sous-traitants de la compagnie aérienne n'ont pas été bien faits. Lorsque un avion est pris dans les turbulences, comme ça s'est passé entre Londres et Singapour, d'une part, c'est parce qu'il y a des conditions météo qui sont très mauvaises, d'autre part, parce que elles ont peut-être été plus ou moins bien anticipées par les services de météorologie qui informent les équipages au départ, par les équipages qui normalement surveillent leur radar de météorologie, et puis par le fait que quelquefois il y a des zones de turbulence qui sont détectées extrêmement tardivement. On entre dedans et c'est là qu'on s'en rend compte. Et lorsque l'équipage donne des consignes pour s'attacher, malheureusement, tous les gens qui ne respectent pas la règle qui est qu'il faut toujours rester attaché en avion, sauf si on a besoin de se déplacer, eh bien ces gens-là, ils se mettent à devenir des projectiles. Ils volent dans tous les sens, ils peuvent se blesser. Parfois d'ailleurs, c'est vrai, il y a des bagages aussi qui tombent des racks à bagages. Et j'ai connu un cas d'un passager d'Air France dans un Boeing 747 qui a été tué par un petit poste de télévision qui est tombé d'un rack de bagages. Mais c'est pas la faute de Boeing, ça, vous voyez. Ouais. Michel Polaco, vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Je vous entends 5 sur 5. Très bien. Eh ben voilà, on est presque dans un poste de pilotage, vous voyez. Mais c'est vous qui pilotez cette fois-ci. Michel Polaco, est-ce que quand même, vous en parliez au début de l'entretien, de notre entretien, est-ce que Boeing n'a pas tardé, parce que vous venez de dire 2 choses intéressantes et je voudrais qu'on précise. Est-ce que Boeing n'a pas tardé à renouveler ses appareils? C'est-à-dire, la moyenne des appareils aujourd'hui de Boeing ont quel âge? Est-ce qu'on sait à peu près? Eh bien, écoutez, le Boeing moderne, c'est le Boeing 787, le Dreamliner, qui est un avion qui maintenant a une quinzaine d'années et qui est un très bon avion, qui n'a pas d'incident en vol particulier, sinon ce qu'on peut avoir sur tous les avions, qui est parfois pris dans des turbulences comme les autres, mais sur lequel il y a eu quelques petits problèmes de construction
que Boeing a réglé, et c'est sur cet avion qu'il y a ces fameuses dénonciations de lanceurs d'alerte qui sont, à mon sens, assez peu justifiées. Le Boeing vole, le Dreamliner vole depuis une quinzaine d'années, il y en a presque 1200 qui volent, il n'y en a pas un seul qui s'est écrasé. Mais il n'y a pas des appareils plus anciens. Oui, mais vous avez dit vous-même, il y a des appareils plus anciens en circulation quand même. Plus anciens que ce Dreamliner. Le Boeing 777. Le Boeing 777 est un avion qui a maintenant 30 ans. Le Boeing 747, il y en a encore beaucoup qui volent, sont des avions qui ont plus de 50 ans. Et les Boeing 737, dans leur très grande majorité, sont des avions qui ont fait leur premier vol en 1967, qui sont des vols équipés de systèmes analogiques et pas numériques, qui sont des avions évidemment très rustiques, que Boeing a voulu moderniser, remoderniser, en mettant des nouveaux équipements, des nouveaux moteurs. Et en fait, c'est sur cet avion qu'il y a, chez Boeing, un vrai problème qui est à l'origine de la crise que vous connaissez, du départ du board de Boeing qui a été remplacé par une nouvelle équipe. Cette nouvelle équipe ayant voulu partir de Boeing, et actuellement, le conseil d'administration de Boeing est en train de la retenir parce qu'ils ne sont pas responsables, même s'ils ont perçu que pour arriver à redresser Boeing sur le plan de son image et sur le plan de son organisation de fabrication, il va falloir 10 ans. Voilà. Alors justement, Michel Polaco, vous avez aussi parlé de cette phrase, et ça ne concerne pas que Boeing. Est-ce qu'il n'y a pas, et on le perçoit dans beaucoup d'autres domaines, vous avez parlé de la financiarisation, c'est-à-dire de la priorité mise au modèle économique et financier, non pas sur la sécurité, bien sûr, la sécurité du passager est fondamentale, mais est-ce qu'il n'y a pas eu quand même, chez certains, une inclination à dire oui, mais le retour sur investissement, c'est ce qui compte, et peut-être être allé un peu au-delà de ce qu'il faudrait. Mais tout à fait, et on est même allé bien trop loin. Et le problème, c'est que ce ne sont pas que les avionneurs, les constructeurs d'avions qui sont allés trop loin, ce sont les administrations. Parce que les administrations décident tout, surveillent tout, certifient tout. Depuis la formation des équipages, au système de contrôle, à la construction des avions, etc., etc., etc. Et ces organisations, la FAA aux États-Unis, l'Agence européenne de sécurité aérienne plus récemment en Europe, qui a pris la place de tout un tas d'autorités de certification nationales, ont voulu faire des grosses économies sur le personnel. Et donc, en gros, on dit aux constructeurs, construisez, faites des études, envoyez-nous des rapports et on va vérifier si c'est bien. Autrefois, on envoyait des ingénieurs, des techniciens qui participaient en parallèle à la construction des avions, qui surveillaient ça de très près et qui étaient extrêmement rigoureux. Le problème chez Boeing de l'administration fédérale américaine, c'est qu'elle n'a pas surveillé la modernisation du Boeing 737 qu'elle n'aurait jamais dû laisser moderniser comme ça s'est fait. Donc, si vous voulez, oui, les constructeurs se sont financiarisés et ont beaucoup sous-traité, en particulier Boeing, mais les administrations ont laissé faire, et de leur part aussi, on peut dire qu'il y a une vraie culpabilité que personne ne veut mettre en valeur, mais qui est très importante, parce que c'est vraiment un univers dans lequel on ne peut pas bouger le petit doigt sans avoir une autorisation. Alors il n'est pas normal, à partir du moment où on est à ce point prisonnier de la réglementation, ce qui est très sain, que ceux qui réglementent n'assument pas aussi la part de responsabilité qui leur revient. Et je pense notamment à l'administration américaine de l'aviation. Voilà, Michel Polaco, oui, vous avez soulevé un problème qui, encore une fois, ne concerne pas que l'aviation, mais on voit bien que ce soit chez nous ou ailleurs, l'administration, etc., c'est intéressant parce qu'il ne faut pas glisser dans le domaine de l'irresponsabilité ou de dire oui, mais écoutez, on verra, ça va s'arranger. Et vous avez souligné le fait que avant, les ingénieurs participaient au niveau déjà de la construction, et Dieu sait que c'est un domaine extrêmement délicat, et aujourd'hui peut-être il y a un peu de mou dans la corde à nœud, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est ça? Je crois qu'on peut le dire, tout à fait. Merci beaucoup Michel Polaco. Merci pour votre expertise. Je vous en prie, à bientôt. Merci Michel Polaco d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes expert en aéronautique. On va se retrouver dans un instant sur Sud Radio après cette courte pause. On va parler. Et un auditeur fidèle. Merci. On va parler de justice sur Sud Radio avec Pierre Marisset. Va tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites.
Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Alléluia, alléluia, auditeurs de Sud Radio, résidents de Sud Radio, la France a retrouvé la paix. Oui, ça fait... Oui, ça fait exactement 5 heures qu'on nous a pas signalé un meurtre, un tabassage, un viol, une attaque au couteau. 5 heures, vous imaginez? Non mais ça va beaucoup mieux. Avant c'était toutes les 2 heures. Non. On va s'apaiser. Vous savez, n'oubliez pas ces paroles immortelles. On n'est pas dans l'insécurité, on est dans un sentiment d'insécurité. Alors, ôtez-vous ça de la tête. Non, ne vous ôtez pas ça de la tête. On en parle tout de suite. Sud Radio André Berkov. Berkov dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Non, tout va très bien, Madame la Marquise. Alors, des exemples. On va vous en donner. La semaine dernière à Rouen, un Algérien sous le coup d'une OQTF, obligation de quitter le territoire français, défense de rire, a tenté de mettre le feu à une synagogue, armé d'une barre de fer et d'un couteau. Il aurait également tenté d'agresser un policier. Ce dernier l'aurait abattu en légitime défense. Avril, un mineur de 15 ans a été mis en examen pour meurtre et placé en détention après avoir été présenté devant un juge d'instruction du pôle criminel dans le cadre d'une information criminelle après le meurtre de Matisse, un adolescent de 15 ans, poignardé dans les rues de Châteauroux, samedi 27 avril, en début de soirée. À Toulouse, un élève armé d'un couteau poignarde une lycéenne dans le couloir du gymnase. Une élève du lycée urbain Vitré à Toulouse a été en effet blessée au bras par 2 coups de couteau ce jeudi 2 mai 2024 vers 17h. Son agresseur lycéen a été placé en garde à vue. Voilà, ça se passe à Toulouse aussi. À Toulouse, hier, un élève armé d'un couteau, poignarde d'une lycéenne dans le couloir du gymnase. Tout va bien. Ce matin, un homme de 26 ans suspecté d'avoir voulu perpétrer une tuerie de masse interpellé. Voilà. En fait, c'est intéressant. Voilà, en quelques jours, quelque chose, et on ne va pas reciter, il faudrait 5 heures pour reciter tout ce qui s'est passé depuis le début de l'année. Alors, Pierre-Marie Sèvres, on en a souvent parlé avec vous, je rappelle que vous êtes directeur de l'Institut pour la justice. C'est ça. Et au fond, est-ce que vous ne voudriez pas débaptiser votre institut, l'appeler Institut pour la criminalité? Parce que on se demande, au fond, la justice, d'accord, et on redit ça à chaque fois. Mais il y a quelque chose de l'ordre de... évidemment, on ne peut pas arrêter tout, la vie est violente, la vie est un métier à risque, mais cette espèce de régularité pratiquement quotidienne devient quand même quelque chose... Est-ce que c'est du jamais vu, Pierre-Marie Sèvres, dans l'histoire récente, je dirais? Alors, ce qui est certain, c'est que le sentiment général des gens, c'est ce que vous avez dit, c'est-à-dire on voit des faits divers tous les jours, on est toujours de plus en plus exaspérés, désespérés, choqués par les faits divers qu'on voit, mais certains, et on n'a pas tellement de moyens de le vérifier, peuvent nous dire non mais de toute façon ce sont des faits divers isolés, voilà, c'est arrivé à l'autre bout de la France, ça ne vous arrivera pas à vous. Bon, et puis après dans la foulée on a tous un cousin, un frère, un ami qui s'est fait agresser dans la rue, peut-être même plusieurs, et puis dans la foulée d'ailleurs même les agresseurs s'en sont sortis avec rien du tout, avec du sursis ou avec de la prison ferme, mais sur lequel la victime n'a eu aucune visibilité. En fait ils n'ont même pas fait leur prison ferme. Ou alors des travaux d'intérêt général, etc. C'est la grande mode aujourd'hui au ministère de la Justice, c'est les travaux d'intérêt général. Mais de temps en temps, quand même, c'est bien de vérifier qu'en est-il de la réalité. Et par rapport aux autres pays aussi. Par rapport aux autres pays, c'est même le point principal. En fait, même pendant longtemps, le débat sur l'insécurité, c'était il n'y a pas d'insécurité, puis c'était est-ce qu'il y a de l'insécurité ou non. Oui. Aujourd'hui, c'est tellement écrasant, tellement clair et net que ceux qui disaient qu'il n'y a pas d'insécurité se repliés sur un autre argument qui est de dire non mais c'est partout pareil, c'est inévitable, c'est l'Occident, c'est les grandes villes, etc. De toute façon, comme dans toutes les grandes villes, voilà, moi combien de fois je l'ai entendu. Oui. Mais en fait, quand on regarde ce qui se passe à l'étranger, ça n'est pas le cas. Ça n'est pas vrai. Ces arguments sont fallacieux. Vous prenez un classement tout à fait unanime qui est celui d'Eurostat, par exemple. Oui. Eurostat, l'organe de statistique de l'Union européenne, a fait un classement sur le nombre de coups et blessures volontaires par habitant en Europe. Alors, figurez-vous, qui est numéro 1 ? La France. Voilà, la France est le premier pays en termes de coups et blessures volontaires. Coups et blessures volontaires, ce sont les bagarres et les agressions. Mais donc, en premier lieu, les agressions. De toute l'Europe. De toute l'Europe. Tout juste devant la Belgique, qui est elle-même très largement devant l'Allemagne, l'Italie, etc., etc. Donc France, Belgique. Les deux premiers du peloton, c'est la France et la Belgique. France et la Belgique. Étant entendu que la Belgique est un pays très urbain. Donc, et dans les villes, effectivement, il y a
Clairement, ça a toujours été Bien le cas. sûr. Plus de violence que dans les campagnes. Donc la France, malgré sa part de ruralité très importante Bien par sûr. rapport aux autres pays d'Europe, elle est tout de même première. Mais Eurostat sort tout un tas de statistiques. Par exemple, les vols par habitant. J'ai pas le chiffre exact, mais les vols par habitant, ça fait des années. Chaque fois que je vérifie, on est dans le trio de tête. Toujours avec la Belgique, on se tient un petit peu dans un mouchoir de poche. Et puis le Royaume-Uni quand ils étaient dans l'Union européenne. Et puis un autre exemple, les homicides. Alors c'est ça aussi, la critique qu'on peut nous faire, c'est les comparatifs internationaux en matière de criminalité sont compliqués à faire. C'est vrai, il y a une agression dans un pays, peut-être comptabilisée d'une façon en France, puis d'une autre façon en Italie. Ça rend les choses plus compliquées. Eurostat fait une harmonisation, mais cet argument-là revient régulièrement. Alors il y a un critère, il y a un fait, un crime qui permet de mettre les choses à peu près à zéro, c'est l'homicide. Un homicide, dans à peu près tous les pays du monde. C'est un homicide. Voilà, ça se compte pareil. Les cadavres, ça se fait bien depuis longtemps, depuis des siècles, comme dit Alain Bauer. Depuis le Moyen-Âge, on compte les cadavres relativement bien, avec relativement une certaine certitude et précision. Eh bien, l'homicide, la France, en valeur absolue, je ne parle pas en valeur relative, mais en valeur absolue tout de même, la France est le pays d'Europe dans lequel il y a le plus d'homicides. Nous avons cette année dépassé les 1000 homicides. Ça faisait quelques années que nous n'avions pas dépassé ce chiffre-là, sachant aussi qu'il y a les comparaisons dans l'espace, c'est-à-dire en Europe, mais dans le temps. Regardez, en 1970, il y avait 373 homicides en France. Il y en a 3 fois plus aujourd'hui. Je reviens dans les comparaisons dans l'espace. En Italie, alors qu'on a à peu près la même population, on a environ 300 homicides par an. Par rapport à 1000 en France. Par rapport à 1000 en France. En Allemagne, qui est plus peuplée, on a 800 homicides par an. C'est-à-dire que notre taux d'homicide est beaucoup plus élevé que les pays avec lesquels on peut se comparer. En valeur absolue, on est le plus élevé d'Europe, et en valeur relative, on est bien plus élevé que nos voisins européens. Donc tout ça devrait quand même... On peut dire, moi j'entends régulièrement, j'entends les arguments qu'on nous fait, mais les chaînes de télé font monter le sentiment d'insécurité, etc. etc. Oui, mais au bout d'un moment, il faudrait quand même remettre les pieds dans le réel. On dit même pas ça, enfin moi je dis pas ça moi pour attaquer le gouvernement en place, etc. Je vais vous dire honnêtement, ça n'est pas Emmanuel Macron qui a commencé les problèmes, il n'a certainement pas réglé les problèmes, mais ça date d'il y a un moment déjà. Tout ce qu'on fait, si on met en avant ces chiffres, c'est parce qu'il y a un vrai problème, la population française est unanime sur le sujet, et il serait temps enfin d'agir pour les régler. C'est tout. Oui, c'est-à-dire que c'est ça qui est étonnant. Vous dites, effectivement, ce n'est pas d'hier, ça fait 40 ans, ça fait en tout cas des décennies qu'on voit monter les choses depuis les années 70, 80, et que effectivement, non, ce qui est tout à fait étonnant, et vous le savez au moins aussi bien que moi, Pierre Marisseff, c'est qu'on entend les ministres concernés ou des responsables en disant oui, mais attendez, il faut pas exagérer, comme vous dites, que ce soit les réseaux sociaux qui exagèrent, etc., etc. On connaît la chanson. Mais, et on a dit, et alors, on fait quoi? Alors, je ne parle même pas de la Nouvelle-Calédonie, je ne parle même pas de Mayotte, parlons même de la métropole, en fait, ce qu'on appelle la métropole. Est-ce que c'est quelque chose vous avez suivi ça dans l'Institut de la Justice, est-ce qu'au fond, tous, gauche, droite confondus, les responsables se disent, mais écoutez, en tout cas, il faut même pas mettre de l'huile sur le feu, il faut essayer de calmer les choses, et en promettant qu'on va faire, mais jusqu'à présent, les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Et oui, malheureusement, pour les responsables politiques qui sont au pouvoir depuis plusieurs décennies, les mots ne règlent pas les problèmes. Voilà, on n'arrête pas les voleurs, les violeurs, les criminels sous OQTF simplement en faisant une minute de silence ou en disant ça suffit, il faut que l'État revienne. Non, derrière les mots. Pourquoi pas faire des mots de temps en temps, mais derrière les mots, il faut des actions. Et aujourd'hui, quand je regarde les actions, typiquement en matière de justice, la justice, pour moi, est la façon de réguler, in fine, on parle souvent d'immigration, etc., Même pas. Enfin, il y a certainement. Mais réguler les violences, réguler en tout cas. Il suffit de les réguler en bout de chaîne. Ouais. Immigration ou pas, la justice pourrait réguler en bout de chaîne la violence. Bien sûr. Appliquer les lois. Appliquer les lois. Et il faut constater que ça n'est pas le cas. Je vous donne plusieurs exemples de ce qui est fait ces dernières années. Déjà, on nous promet 15 000 places de prison en 2017, candidat Emmanuel Macron. Moi, j'applaudissais dès demain. C'est une très bonne chose. 15 000 places, c'était un minimum, mais c'était déjà pas mal. Aujourd'hui, on est à 3 000. 3 000 aujourd'hui. 7 ans après, alors qu'on nous promettait 15 000 en 5 ans. On est à 3 000 en 7 ans. Et puis, toutes les réformes sur la justice, elles ne font que, c'est coutume d'utiliser cette expression, elles font que brasser la soupe, mais sans jamais changer les ingrédients. Je vous donne un exemple, le rappel à la loi. On a supprimé, Éric Dupond-Moretti a supprimé les rappels à la loi. Pareil, j'ai applaudi dès demain quand il a fait l'annonce, c'est une très bonne chose, une très bonne mesure. Rappel à la loi, rappelez ce que c'est. Rappel à la loi, c'était, vous êtes condamné, le tribunal vous reconnaît coupable. Je vous rappelle que c'est interdit
au revoir, vous pouvez sortir, vous êtes libre. C'est ça. Voilà, et c'était surtout ça, pour les mineurs, en plus, on le sait. Oui. En plus, pour les mineurs, complètement inefficace. Quand on n'a pas de vraies sanctions, c'est inefficace. Bien Eh bien, sûr. les rappels à la loi ont bien été supprimés, ce qui était une très bonne chose. Mais en fait, ils n'ont pas été supprimés. Ils ont changé de nom. Ça s'appelle aujourd'hui un nom beaucoup plus jargonneux, l'avertissement pénal probatoire. Dans la presse, vous imaginez, c'est beaucoup plus difficile de dire la personne qui a commis un vol en étant en situation irrégulière a un avertissement pénal probatoire. La personne qui ne connaît pas le lecteur, oui. qui ne connaît pas ces termes, il se dit ah bon, un avertissement pénal probatoire, ça a l'air dur. Quelque chose, en fait, c'est strictement la même chose. Je vous donne un autre exemple, les réductions de peines automatiques. Jusqu'il y a quelques années, jusqu'en 2021, les détenus qui allaient en prison, alors pour aller en prison, il faut quand même y aller en France, faut vraiment le vouloir. Faire quelque chose, oui. Mais même quand ils y allaient, ils avaient des réductions de peine automatiques, ils n'avaient rien besoin de faire pour avoir leur peine réduite. Automatique, oui. Et donc Éric Dupond-Moretti a dit c'est vrai que c'est pas bien les réductions de peine automatiques, il faut que ce soit subordonné aux efforts des détenus. Et donc on va supprimer les réductions de peine automatiques. Pareil, c'était la dernière fois que je me suis laissé prendre. J'ai dit c'est une très bonne mesure, bravo monsieur le ministre. Et puis au final, qu'est-ce qu'on remarque que dans le fond du projet de loi justice de 2021, c'était le projet de loi pour la confiance dans la justice, on remarque que les réductions de peine automatiques ont bien été supprimées, mais que toutes les autres ont été potentiellement rallongées, voire même plus loin que ce qui était possible avant. Avant, c'était 5 mois maximum par an, maintenant on est à 6 mois maximum par an. Certes, c'est supposé être subordonné aux efforts des détenus, mais en réalité, on sait très bien que c'est juste une mesure de gérer la capacité carcérale. Oui, c'est-à-dire que faute de changer la réalité, comme d'habitude, on change les mots. Exactement. On change les définitions. Je ne sais pas, Thibault, si on peut mettre... Parce que vous avez parlé à plusieurs reprises d'Éric Dupond-Moretti. Pierre-Marie Sèvres... je ne sais pas comment vous dites ça, je crois que vous commettez une erreur qui n'est pas négligeable. Oui. Éric Dupond-Moretti n'est pas ministre de la Justice. Il n'est pas ministre de la Justice. Eh bien, je vais vous faire écouter. En fait, il n'est pas ministre de la Justice parce qu'il l'a dit lui-même qu'il ne serait jamais ministre de la Justice. Écoutez ce qu'il disait, et il ne va pas changer d'avis en 2000, je crois que c'est en 2018. En avril 2018 sur LCI. Voilà, avril 2018, Esteban, il a raison, sur LCI. Écoutez. Si on vous proposait un poste de ministre de la Justice, vous l'accepteriez? Sûr? Ah oui, sûr. Vous voulez que je vous le signe? Ouais. Non. D'abord, personne ne me le proposera. Ce sera un bordel. Mais alors, non, mais personne n'aurait jamais l'idée sotte, totalement saugrenue, incongrue, invraisemblable de me proposer cela. Et moi, franchement, je n'accepterai jamais un truc pareil, non. Pourquoi? Parce que c'est pas mon métier. Il faut en avaler des couleurs pour faire de la politique. D'abord, il faut être d'accord avec tous les copains du gouvernement auquel on appartient soi-même. C'est-à-dire quoi. Il faut manger son chapeau de temps en temps. Non, c'est une discipline. C'est un exercice. J'en ai pas les compétences. Et puis, non, pas du tout. J'aimerais pas faire ça. Voilà. En fait, ce qui se passe maintenant, vous imaginez, ministre de la Justice, il dira ce serait un bordel total. D'ailleurs, c'est vrai que vous venez de dire que pour le moment, le bordel est assez régnant. Mais d'accord avec les copains, c'est pas Éric Dupond-Moretti. Manger son chapeau, c'est encore moins d'Éric Dupond-Moretti. Donc je le dis, ce n'est pas Éric Dupond-Moretti, parce que je ne peux pas croire qu'il ait changé d'avis à 180 degrés comme ça. Donc c'est un hologramme ou un sosie d'Éric Dupond-Moretti qui est à la justice depuis quelques années, et il est temps de dénoncer le phénomène. Parce que Éric Dupond-Moretti, que j'ai connu comme avocat, est un homme de parole, et je ne pense pas qu'il puisse, vu ce qu'il a dit à Audrey Crespo-Mara, je ne pense pas qu'il puisse changer d'avis comme ça. Donc, je crois à Pierre-Marie Sèvres, il est temps peut-être d'avoir un vrai ministre de la Justice. Ah bah, en tout cas, après, je suis entièrement d'accord avec vous. Déjà, moi, je l'ai connu de loin, évidemment, quand j'étais étudiant en droit, brillant avocat. Bon, malheureusement, il a pas fait pire que les autres. Hein. Moi, je le dis régulièrement. Vous savez, sa prédécesseur, c'était Nicole Belloubet. Qu'est-ce qu'elle a fait, Nicole Belloubet? De quoi est-ce qu'on se souvient? De la libération de 7000 détenus pendant le Covid. C'est à peu près tout ce dont on se souvient. Il y a une loi pénitentiaire qui a brassé la soupe sans changer les ingrédients, encore une fois. C'est-à-dire qu'avant, on était très souvent... quand on était condamné à une peine de prison ferme, on était très souvent, on avait très souvent une peine aménagée quand la peine était inférieure à 2 ans.
Selon Nicole Belloubet, maintenant, c'est plus très souvent, c'est tout le temps, mais c'est plus qu'un an. Voilà, qu'est-ce que ça change en vrai? Vous voulez dire qu'ils se sont succédés et puis rien n'a changé en fait. C'est ça, c'est exactement ça. Depuis longtemps, depuis très longtemps. Je rappelle Rachida Dati, la droite au pouvoir. Hein, Rachida Dati, en 2009, fait une loi pénitentiaire qui crée l'aménagement de peine sous très mauvaise mesure. Alors je vais vous poser une question quand même. Le citoyen que vous êtes et le directeur de l'Institut pour les... Est-ce qu'il ne faut pas supprimer ce ministère? Oh non. En soi, constitutionnellement, organiquement, c'est un ministère qui a de l'intérêt, qui est utile. N'allons pas jusque-là. Mais alors c'est une question d'homme ou de femme, c'est quoi? Mais politiquement, je pense que... Moi, de toute façon, je vais vous dire, moi je crois, mes cours de droit constitutionnel me disent que en 5e République, le président de la République décide de tout. Et malheureusement, on l'a vu, il nous l'a prouvé de nombreuses fois, Emmanuel Macron ne s'intéresse pas à ces sujets-là. Il ne s'intéresse pas à la justice et à l'insécurité. Moi, je me souviens, pendant le débat d'entre-deux tours contre Marine Le Pen en 2022, a été pratiquement pas abordé cette question de sécurité, ce qui était très étonnant. C'est un sujet quand même super important. Et quand on l'a abordé, je me souviens très bien avoir entendu Emmanuel Macron déclamer les mêmes poncifs que j'entends depuis 10 ans, qui sont les poncifs que les élites urbaines de centre-gauche ont en tête, qui est la prison n'est pas toujours la bonne solution, vous savez. Au contraire. Oui, voilà. Mais au bout d'un moment, on sentait qu'il n'y avait eu aucune réflexion personnelle. Il ne s'intéresse pas à ces sujets-là, ça ne l'intéresse pas. Voilà, il s'intéresse à la diplomatie, l'économie, qui sont des choses importantes. Mais les Français rappellent, sondage après sondage, que l'insécurité est un des sujets majeurs. La première des libertés, la sécurité. Il est temps d'avoir du courage, de la volonté et peut-être penser au-delà de la prochaine élection. Merci Pierre-Marie Sèvres. Merci Pierre-Marie Sèvres d'avoir été avec nous. On va marquer une courte pause sur Sud Radio, puis après on fera les pères, les huées et les bravos d'André Berkoff avant de se retrouver pour le face-à-face. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Eh ben moi j'aime rester chez mes parents. Eh oui, c'est tellement bien, papa, maman, ils me font le linge, ils me font à manger, ils me font tout ça. J'aime rester. J'ai 20 ans, ben ça va, je vais pas partir. J'ai 25 ans, je vais pas partir. J'ai 29 ans, je vais pas partir. Ça s'appelle quoi ça? Ça s'appelle la génération Tanguy et c'est en train d'exploser et de tanguer de plus en plus fort. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Les perles du jour. Belle chanson de Sniper, la génération Tanguy. Eh oui. Vous savez que ça existe depuis le film, le célèbre film. Mais alors ça marche, hein. Ça marche très très bien. Le nombre de jeunes adultes hébergés chez leurs parents, principalement des étudiants, a augmenté de 250 000 entre 2013 et 2020. Voilà. C'est une étude de la Fondation Abbé Pierre qui le montre. Environ, tenez-vous bien, en 2020, presque 5 millions d'adultes vivaient chez leurs parents contre 4,67 en 2013, vous voyez. Majorité des 18-24 ans, hein, qui monte, ça monte, etc. Voilà. La comédie merveilleuse d'Étienne Châtillier, c'était en 2001, les Tanguy déjà. Mais oui, le phénomène, aujourd'hui, est devenu de plus important, un fait de société, comme on dit dans le jargon des sociologues, voilà. Ils sont donc, les 25-34 ans sont également en augmentation, plus 3,6% qui vivent chez leurs parents. Les plus de 35 ans régressent, moins 19,5%, oui, là, bah, après 35 ans, franchement, si on n'est pas sorti de la maison, c'est qu'il y a un véritable problème. Alors pourquoi? Eh ben, pourquoi? On le sait, évidemment, l'économie joue un rôle extrêmement important, bien sûr. Les enfants du baby-boom de l'an 2000, hein, pas les boomers de 1945, 50 ou autres, eh bien, ils arrivent à l'âge adulte, simplement, voilà, crise du logement, hein, très très compliquée, donc les loyers trop élevés, bien sûr, les salaires trop bas, ça joue énormément, et ils sont quand même, 2,4 millions d'étudiants habitent chez leurs parents, 1,3 million de jeunes salariés, hein, c'est pas rien, ça fait presque 4 millions, en tout cas 3 millions et demi
qui continuent d'habiter chez leurs parents. Les chômeurs, bien sûr, ça a diminué. Ça a diminué parce qu'il y a une baisse du chômage des jeunes. Et il faut voir aussi, c'est toujours les chiffres de la Fondation Abbé Pierre, que les jeunes hommes sont bien plus nombreux que les femmes. Voilà. Qui s'explique, entre autres, pourquoi? Par une mise en couple plus précoce des jeunes femmes dans des relations où la femme est en moyenne plus jeune que son conjoint. Oui, ça continue. Voilà. Et puis, il y en a 600 000, et oui, qui sont plus 15%, par rapport à il y a quelques années, qui sont par ailleurs hébergés par des tiers, amis, cousins, ou aussi ça existe chez leurs propres enfants. Vous voyez, les tanguis ne sont pas prêts de s'éteindre. Voilà, on est tellement bien chez papa, maman. Mais à ce propos, peut-on encore parler de papa, maman? Sud Radio Berkov dans tous ses états. Eh oui, merveilleuse chanson de Georges Brassens, maman, papa. Attendez, mais qu'est-ce que c'est ringard, tout ça? Qu'est-ce que c'est réac? Qu'est-ce que c'est conservateur? Qu'est-ce que c'est patriarcal? Qu'est-ce que c'est sexiste? Papa, maman, mais c'est fini ça, c'est fini. Pourquoi je vous en parle? Parce que dimanche prochain, c'est la fête des mères. C'est la fête des mères? Oui, mais enfin, c'est la fête des mères. Attendez, d'accord, il faut célébrer, mais enfin, il n'y a pas que ça, je veux dire, les mères. Il y a aussi... il faut changer. Il faut changer. Pourquoi il faut changer? Parce que vous avez vu, déjà, la loi s'est passée, on veut dire parent 1 et parent 2, ou coparents. On ne sait pas, papa, maman, vous savez, le genre est là. Après tout, papa peut devenir maman peut devenir papa aujourd'hui. Donc, on ne va plus dire ça. Alors, on va dire quoi? Eh bien, écoutez, on a entendu, par exemple, une écologiste, le 15 mai dernier sur RMC chez Estelle Denis. Eh bien, voici ce qu'elle disait, cette écologiste. Écoutez. Justement, j'ai une cousine qui est instite et qui à chaque fois me dit qu'elle est mal à l'aise le jour de la fête des mères parce qu'en fait, elle a plein d'enfants qui sont pas dans un schéma parental classique, qui ont pas forcément de mère pour plein de raisons différentes. Une mère qui est morte. Une majorité de ses élèves? Non, elle a dans sa classe tous les ans des élèves qui ont ces cas de figure. Une minorité. Un parent. Oui, mais ça veut pas dire qu'ils n'existent pas. Bien sûr. Et qu'ils n'ont pas d'émotions et d'affect. Donc, un parent, une maman qui est décédée, une maman maltraitante et donc ils ont été élevés par un autre parent ou par un autre membre de la famille, deux papas, enfin plein de raisons qui fait qu'ils n'ont pas de mère. Et en fait, ça leur fait sentir qu'ils sont pas normaux, quoi, qu'ils ont un truc qui manque, quelque chose de différent, que c'est pas normal. Et ça veut pas dire que non, mais si pour certains ça a du sens de dire je fête ma mère aujourd'hui, c'est la fête de ma maman, je lui offre quelque chose, c'est très bien, mais les gens ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Et si pour des enfants ça a du sens et ils se sentent mieux qu'on leur dise c'est la fête des gens de la personne que tu aimes et qui est importante pour toi, en fait ça fait du bien à tout le monde et aux enfants en premier lieu, ils se sentent plus anormaux et bizarres et décalés. C'est-à-dire que si on garde le mot mère, les enfants se sentent anormaux, bizarres et décalés. Ça veut dire, Mathilde Caillard, voilà, c'est celle qui vient de prononcer ces paroles, ça veut dire que papa, maman, effectivement, ça met mal à l'aise un certain nombre d'après. Ça se mettrait mal à l'aise un certain nombre d'enfants, donc il faut supprimer. Et il faut supprimer comment? Eh bien voilà, on dit plus la fête des mères, il faut dire, et certains l'ont déjà avancé dans des écoles et ailleurs, il faut dire la fête des gens qu'on aime. La fête des gens qu'on aime. C'est-à-dire que vraiment, c'est là où ça arrive à un degré quand même hallucinant, c'est qu'on ne veut plus parler de père et mère. Et dans cette espèce de furie délirante de nier le père et mère, il faut dire les gens qu'on aime. Mais attendez, mais il y a des centaines et des dizaines de gens qu'on aime. On en rencontre. Qu'est-ce que ça a à faire avec d'être père ou mère ? Qu'est-ce que ça a à faire? Mais vous êtes dans un état, effectivement, de décomposition avancée, pardon. Nier cela, est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas s'occuper des autres enfants? Bien sûr qu'il faut s'en occuper. Mais il ne faut pas s'en occuper en niant le réel, en disant parent 1 ou parent 2, en disant coparent, en disant papa-maman n'existe pas, en disant les hommes peuvent tomber enceintes. Ça suffit. Et on va en parler, d'ailleurs, avec Daniel Salvatore Schiffer sur le wokisme. Ça suffit, ce genre de choses. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas passer votre temps à nier le réel, à nier la biologie, au nom d'un fantasme délirant qui consiste à être « Ah, c'est moi et moi ». Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Sud Radio, il est 12h57, on se retrouve après les infos de 13h pour le face-à-face avec André Berkov qui reçoit Daniel Salvatore Schiffer. On va parler rock'n'roll et wokisme, à tout de suite.
Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Get No Satisfaction. Eh oui. Vous imaginez que ça date de 1965, ça. Les Rolling Stones. Je n'arrive pas à obtenir de la satisfaction. Esteban, qui recevons-nous aujourd'hui ? Aujourd'hui, André, vous recevez Daniel Salvatore Schiffer, qui est philosophe et auteur d'une quarantaine de livres. Il est professeur d'esthétique et de philosophie à l'Institut Royal d'Histoire de l'Art et de l'Archéologie de Belgique, et surtout auteur de ce livre que vous avez lu, André. Ça va vous faire plaisir. Wokisme contre le wokisme. C'est publié aux éditions Éric Bonnier. On parle de rock'n'roll et de wokisme. Et oui, on se demandait aussi, vous savez, le woke, on en parlait beaucoup, on en parlait énormément, et on se dit, mais au fond, le wokisme, et ça a fait tellement parler, et quel est le remède contre le wokisme ? Eh bien, quelqu'un l'a trouvé, un écrivain remarquable, un écrivain qui a écrit des choses tout à fait intéressantes sur des gens non moins intéressants. Il s'agit de Daniel Salvatore Schiffer. On va en parler jusqu'à 14h. Rockisme contre wokisme. Bonjour Daniel Schiffer. Bonjour, cher monsieur Berkov, je suis ravi de parler avec vous. Eh bien, écoutez, je suis ravi de vous recevoir aussi, parce que je regardais votre biographie, en tout cas, vous parlez de gens qui, non seulement nous intéressent, mais ce sont de gens de très grande qualité, à travers les siècles d'ailleurs. Vous parlez d'Oscar Wilde, vous parlez d'Umberto Eco, vous parlez d'Andy Warhol, aussi bien l'orchestre, le groupe que Andy Warhol, de Lord Byron, bien sûr. Vous parlez beaucoup des dandies, vous avez beaucoup écrit là-dessus. Et c'est intéressant. Et puis, vous avez écrit aussi sur l'Afghanistan. Vous avez écrit sur Penser Salman Rushdie, justement, en hommage à Salman Rushdie, un collectif. Le rôle de l'intellectuel. Et justement, j'ai reçu votre livre, je le lis et je me dis, voilà. Enfin, quelqu'un qui se met dans une autre perspective que les éternels procès contre la pensée unique, la pensée sous vide, la pensée banalisée, c'est-à-dire le woke et la cancel culture notamment. Et vous citez beaucoup effectivement, vous citez d'ailleurs beaucoup d'essayistes, de journalistes qui se sont attaqués à cela. Et puis, vous dites, attention, il y a quelque chose qui est là, qu'on a oublié dans sa capacité libertaire, anarchiste au bon sens du terme, qui justement ne s'enferme pas dans des préjugés, dans des balises, ne s'enferme pas dans la pensée effectivement complètement aseptisée. Alors d'abord, qui vous a donné cette idée ? Comment vous est venue plutôt cette idée, Daniel Salvatore Schiffer, non pas de marier, mais d'opposer rockisme et wokisme? Eh bien, je vous remercie tout d'abord, cher monsieur, pour votre liberté de ton et votre indépendance d'esprit. C'est un honneur de vous parler, de participer à votre émission sur Sud Radio. Alors, pour bien comprendre la démarche philosophique, intellectuelle de ce rockisme contre wokisme, vous devez savoir que j'ai dirigé il y a 3 mois pour les éditions du CERF, un livre qui s'appelle « L'humain au centre du monde ». Sous-titre, il est capital, pour un humanisme des temps présents et à venir, contre les nouveaux obscurantismes. C'est un livre que j'ai dirigé autour de 33 intellectuels majeurs. Oui. Il y a là Luc Ferry, Robert Odecker, Pierre-André Taguieff, Boualem Sansal, Tahar Benjeloun, Elsa Godard, Florence Belkacem et bien d'autres. Et alors celui-ci, rockisme contre wokisme, est un petit peu le prolongement. Je prolonge la critique philosophique intellectuelle du wokisme dans ce livre Rockisme contre wokisme. Et l'idée m'a été donnée par mon très cher éditeur et ami Éric Bonnier, qui est un excellent éditeur. Tout à fait. J'ai d'ailleurs publié un livre sur Léonard de Vinci, Divers Vinci, un livre sur Raphaël le peintre, et un livre sur Dante, La constellation Dante, le chant du sublime. Ça, c'est une trilogie sur la Renaissance et l'humanisme. Eh bien, cette réflexion sur l'humanisme, je la prolonge dans la critique sur le wokisme. J'actualise l'humanisme. J'essaie de l'actualiser en tout cas, l'humanisme et la conscience, la pensée critique au sens kantien du terme, pour m'attaquer de manière plus précise, plus ponctuelle aux dérives totalitaires du wokisme, que je définis comme un fascisme qui s'ignore ou qui ne dit pas son nom. Pourquoi ? Oui. Allez-y. Pourquoi fascisme, oui. Mais parce que il est
contrairement à ce qu'il pense, le wokisme, eh bien, il verse dans des jugements de valeur constants, dans des embrigadements de la pensée, dans un étouffement de la liberté de penser, du libre examen, avec des étiquettes constantes, un manichéisme absolument insupportable. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous êtes contre moi. C'est absolument contre l'esprit des Lumières, contre l'esprit de l'humanisme, contre l'esprit voltairien, qui disait « je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai pour que vous puissiez le dire ». En tout cas, c'est la phrase que l'on lui prête, c'est une phrase posthume qu'on lui prête, mais bon, disons qu'elle est de Voltaire. Et le wokisme, c'est tout le contraire, justement. C'est une pensée rétrograde, sous ses apparences de liberté, sectaire, qui est pleine de jugements de valeur, pleine d'a priori, et donc c'est une pensée fascisante, avec des dérives et des excès que l'on voit par exemple comme dans certains campus américains ou bien en France, à Sciences Po à Paris par exemple et dans d'autres universités. Je trouve ça très dangereux pour la liberté individuelle, pour nos démocraties, pour notre culture et pour la civilisation même. Alors Daniel Salvador-Schiffer, donnez-nous quelques exemples précis. Effectivement, le wokisme, on en a beaucoup parlé. Je dois dire, pas cacher que je partage assez votre point de vue sur cette chose, mais parlons, alors vous citez d'ailleurs, et c'est bien, vous citez énormément d'exemples, énormément d'essais, effectivement. D'ailleurs, vous faites de très courts chapitres et à chaque fois, vous parlez effectivement d'un côté, d'une dimension de ce totalitarisme, disons. Alors, donnez-nous quelques exemples pour vous. En quoi le wokisme est-il, oui, une espèce de fascisme à peine déguisé ? Mais par exemple, ce qui est aberrant, c'est dans la cancel culture, le fait de vouloir effacer, gommer, cancellare, to cancel en anglais, cancellare en italien, le pan entier de notre culture est un fascisme. Ça me fait penser à ce que disait le ministre de la propagande nazie, Goebbels. Quand j'entends le mot culture, je sors mon revolver. Alors je ne dis pas que le wokisme est un nazisme, c'est pas ce que je dis, je n'ai pas cet extrémisme. Je reste nuancé et équilibré. Mais enfin, un fascisme, oui. Le fait, par exemple, de réécrire des livres, de changer des noms les titres de livres. Par exemple, les 10 petits nègres qui devient ils étaient 10. Ça ne veut absolument plus rien dire. Je me souviens, il y a quelques mois d'ici, j'ai voulu faire un cours sur Baudelaire et on m'a dit, des jeunes filles m'ont dit, ah non, pas Baudelaire, c'était un misogyne. Donc on peut plus lire Baudelaire. Ah carrément, on vous a vraiment dit ça, on vous a vraiment dit c'est un misogyne Baudelaire, oui, faut pas en parler. Donc les Fleurs du Mal, donc les Fleurs du Mal, qui est pour moi le plus grand recueil de poèmes du 19e siècle, en tout cas de la littérature française, eh bien gommé. To cancel. Voilà un acte. Ah non mais Daniel Schiffer, vous savez ce qui s'est passé? À mon avis, elles ont dû voir les Fleurs du Mal, elles ont pensé que c'était écrit les Fleurs du Mal, M-A, accent circonflexe, L-E. Peut-être. Mais je ne les crois même pas aussi intelligentes. Là, elles sont vraiment victimes d'un préjugé et d'un a priori. Voilà, Baudelaire, c'est un misogyne, point. Et donc, sa poésie, ses poèmes, quelle que soit leur qualité, eh bien, on ne les lit plus. Et il y a comme ça, à ce stade-là, à ce rythme-là, on ne lira plus Céline, on ne lira plus Drieux-La Rochelle, on ne lira plus Aragon à l'autre bout de l'échiquier géopolitique ou idéologique, vous comprenez? Tout à fait. C'est ça qui est extrêmement dangereux. C'est cet effacement de notre culture, voire de notre civilisation, par ce remplacement idéologique qui ne veut rien dire. Quand j'emploie le mot remplacement, je ne veux pas dire que je me range du côté de certains politiques. Non, j'ai bien compris. Je ne peux pas faire ce procès d'intention, et je sais que vous ne le faites pas, bien sûr. Mais c'est contre ce manichéisme que je m'insurge, comme toute personne, je pense, cultivée, intelligente, et qui a une conscience critique et le sens de la complexité de la pensée et du monde. Mais comment, alors justement, comment expliquez-vous, on connaît le moment, comment il a recommencé, on va pas reparler sur l'histoire de la French Theory, de comment ça s'est répandu dans les campus américains, etc., etc. Ça, on l'a beaucoup dit. Mais comment expliquez-vous que cette espèce de totalitarisme, il faut le dire, s'est répandu à ce point? C'est quoi vos explications? Et justement, je vous pose la question parce que les lignes de fond de ce wokisme, c'est quoi? C'est négation de la biologie, on est ce qu'on veut, on fait ce qu'on veut, je peux être chèvre, arbre, pangolin ou chauve-souris, c'est mon droit, et si vous le niez, vous êtes un fasciste, vous êtes un totalitaire. C'est quoi le fond de l'affaire?
Alors, il y a d'abord un double processus. Il y a d'abord un processus que l'on voit à l'œuvre lorsque l'on veut revisiter des livres ou même des films, qui est le révisionnisme. Il y a là un révisionnisme historique, c'est-à-dire qu'on revisionne l'histoire, la culture. Cela implique un négationnisme. On en vient à carrément nier, au-delà du révisionnisme, un négationnisme. Alors vous avez à juste titre parlé de la déconstruction, cela vient donc des campus américains qui ont mal compris les grands philosophes français déconstructivistes dans les années 60-70, je pense à des gens comme Michel Foucault, Derrida et compagnie, oui. Et surtout Derrida. Mais ce qu'on oublie de dire, et là je voudrais insister là-dessus, c'est que si ça a pris tellement forme, tellement corps dans les campus américains, c'est parce que là, il y a là un succédané de puritanisme qui vient du protestantisme. Et ça, on ne le dit pas assez. Alors, conscient ou inconscient. Et Max Weber, le grand sociologue Max Weber, l'a très bien expliqué en son temps dans un livre qui s'appelle L'éthique du capitalisme et le protestantisme. Eh bien, il y a cela. Nous sommes dans un puritanisme qui, au-delà même du totalitarisme, ne dit pas son nom. D'où la cancel culture, d'où ce néo-féminisme, par exemple, qui n'a rien à voir avec le grand féminisme de Simone de Beauvoir ou de Gisèle Halimi, que j'ai très bien connu, ou de François Giroud. Nous sommes dans un extrémisme féministe qui nie la valeur même de l'homme en tant qu'homme, exactement comme un raciste nierait la valeur d'un juif en tant que juif, ou un blanc qui nierait la valeur d'un noir en tant que noir. Donc il y a là un amalgame, il y a là une confusion des genres. Nous avons du révisionnisme, du négationnisme, du puritanisme, avec un fond... le désir de pureté, le désir de ne plus avoir de complexité dans la pensée, dans les idées, est absolument effrayant. Est-ce qu'il n'y a pas aussi... oui, excusez-moi, Daniel Salvador Schiffer, est-ce qu'il n'y a pas aussi un désir plus ou moins conscient de se débarrasser en fait du réel? C'est-à-dire un homme n'est plus un homme, une femme n'est plus une femme, on peut être ce qu'on veut, ça veut dire qu'au fond le réel nous gêne, le réel biologique ou le réel chromosomique ou ce qu'on veut ou chimique nous gêne, débarrassons-nous-en avec la meilleure bonne conscience d'être pour la liberté et pour le développement humain. Exactement, mais vous avez parfaitement raison, vous mettez exactement le doigt sur la plaie. Cette négation du réel est parallèle à l'émergence du virtuel. Nous avons maintenant une primauté du virtuel. On le voit notamment avec l'intelligence artificielle, avec le transhumanisme. Nous avons une primauté du virtuel dont la manipulation excessive des ordinateurs et d'Internet est une des conséquences. Donc une primauté du virtuel au détriment du réel. Et donc une négation de la réalité pour reconstruire un virtuel qui serait conforme à une idéologie, ce qui est exactement la définition du totalitarisme. Tout à fait. On va en parler tout de suite après une toute petite pause. Daniel Salvador Schiffer, et on va parler de ce qui est pour vous et pour moi un formidable remède, le rock'n'roll, la pop. Merci. Exact. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tout. De Lou Reed et du Velvet Underground. Take a Walk on the Wild Side. Alors, justement, Daniel Salvador Schiffer, on a parlé du wokisme, on continuera d'en parler, mais ce qui m'a vraiment intéressé, ce qui m'a poussé, et je suis heureux de vous recevoir, en quoi le rock'n'roll, que ce soit, et vous parlez beaucoup du rock'n'roll dans votre livre, de Lou Reed, de David Bowie, des Rolling Stones et de beaucoup d'autres encore, en quoi le rock'n'roll, en quoi le rockisme est-il, non pas une alternative, mais est-il, je dirais, un remède par rapport à la pensée wokiste? Eh bien justement, donc le rockisme est un néologisme que j'ai inventé à partir du mot rock. C'est que le rock, dans les années 60, dans les années 50, 60, 70, lorsqu'il est né, était un véritable mouvement libertaire, un véritable mouvement révolutionnaire. Contrairement
au wokisme aujourd'hui, qui est, je pense, lui, un embrigadement. Et vous avez mis cette magnifique chanson de Lou Reed, du Velvet Underground, Walk on the Wild Side, dont la pochette d'ailleurs été dessinée par le grand Andy Warhol. Tout à fait. Vous avez cité David Bowie. Mais prenons l'exemple de David Bowie. David Bowie, dans les années 70, avec son album Ziggy Stardust, par exemple, inventait déjà le transgenre, homme-femme. Mais c'était une esthétique, une simple et belle esthétique, dépourvue de toute idéologie, dépourvue de tout jugement de valeur. Il n'avait pas cette arrogance du wokisme. Il se contentait de proposer une esthétique, une véritable libération de la pensée et des mœurs, sans toutefois l'arrogance. Conceptuel. Enfin, conceptuel, c'est un bien grand mot. Je ne dirais pas qu'il y a des concepts dans l'autre. Et sans l'obligation de l'imposer à qui que ce soit. Et sans l'obligation de l'imposer à qui que ce soit. C'est-à-dire qu'il y avait à la fois un esprit libertaire, mais aussi un grand esprit de tolérance. Je me souviens des concerts ou des festivals auxquels j'ai pu participer. Pensons à Woodstock, par exemple, avec le fameux slogan « Faites l'amour, pas la guerre ». Eh bien, aujourd'hui, ça semble absolument impensable. Tant, par exemple, le côté sexuel, la sexualité est sacralisée aujourd'hui. Sacralisée avec un effet extrêmement rétrograde. On n'ose plus rien dire, on n'ose plus rien faire. Vous êtes un coupable d'être un homme et d'être blanc et d'avoir plus de 50 ans. Tous ces jugements de valeur, toutes ces accusations sont absolument insupportables. Et c'est pour ça que je pense que le rock peut être une alternative, peut proposer une autre esthétique, dont les idées ne sont peut-être pas loin de celles du wokisme, mais, et la différence est capitale, est fondamentale, sans l'arrogance, sans l'agressivité, avec l'humilité, la bienveillance et surtout l'esprit de tolérance qui dans le wokisme n'existe pas. Et c'est une autre des qualifications que l'on pourrait donner au totalitarisme, c'est ce manque de tolérance, c'est cet esprit rétrograde, manichéen, simplificateur, binaire, et qui efface le réel. Alors, justement, Bowie, voilà un exemple typique, ou bien Mick Jagger, que j'ai mis en couverture, avec le magnifique portrait d'Andy Warhol, le maître du pop art. Pensons à Andy Warhol, pensons au pop art. Il y avait vraiment une créativité, une création, le désir d'aller toujours plus loin et d'inventer. Le wokisme, c'est exactement le contraire. Il n'invente pas, il réduit, il efface, il diabolise et démonise. Par exemple, prenons un exemple très concret. La statue de Voltaire, déboulonnée en plein cœur de Saint-Germain-des-Prés, rue de Seine, au prétexte qu'il faudrait la protéger des tags. Alors on déboulonne la statue de Voltaire, le symbole de la France des Lumières, alors qu'il trône au Panthéon. Vous voyez le paradoxe, la contradiction, et c'est tout le temps comme cela. Donc ça devient un monde invivable où n'ont point de repères. Les plus nobles sont effacés et diabolisés. Alors on va en parler, Daniel Salvatore Schiffer, mais écoutons un peu avant l'interruption, et on va reprendre sur tout cela. Écoutons un peu David. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Daniel Salvatore Schiffer, aux éditions Éric Bonnier, Rockisme contre wokisme. Mais Daniel Salvatore Schiffer, une question au fond, et qui est vraiment le paradoxe de ce temps. Moi, j'ai lu, et avec plaisir, votre livre, mais le problème, et je ne suis pas d'un naturel pessimiste, c'est que le totalitarisme woke, face à l'anarchisme, au bon sens du terme, l'anarchisme rock, ou rockiste, donc le woke contre le rock. Mais est-ce que dans cette période un peu difficile, opaque, trouble et pour le moins glauque, et vous êtes en Belgique, ça marche comme en France de ce point de vue-là, est-ce que le totalitarisme n'a pas plus de chance pour le moment de l'emporter face aux valeurs ouvertes? Parce que justement, vous disiez très très bien que le rock, que ce soit David Bowie, Lou Reed ou Mick
Mick Jagger ou Andy Warhol à sa manière, ne proposez pas, n'imprégnez pas, n'étiez pas en train de dire vous devez faire ça, vous faites, alors que l'intégrisme woke, comme d'autres intégrismes, vous condamne, vous dit vous êtes obligés, sinon vous êtes du mauvais côté du manche et vous serez rééduqué, sinon éliminé. Est-ce que le rock ne parle pas, ou le rockisme, comme vous dites, ne part pas perdant contre ce totalitarisme woke? Ben, c'est le risque. Et vous avez là parfaitement raison. C'est le risque, c'est contre quoi il faut se battre, il faut lutter pour préserver la liberté d'esprit, la liberté de pensée, la liberté de parole, la liberté de conscience, tout simplement. Alors, il est toujours plus difficile pour un être libre, libertaire et libertin. Comme je dis, libertin, je l'entends au sens des libertins. Des libertins, oui, pas des groupes sexes, évidemment. C'est pas la même chose. Je parle pas de ça, je parle du libertinage érudit du XVIIe siècle, des gens comme Pierre Gassendi, comme Théophile de Viau ou le grand Bernard de Bergerac, qui ont donné d'ailleurs naissance aux esprits des Lumières, des gens comme Diderot, Voltaire ou Montesquieu, etc. Bien sûr. Je parle du véritable libertinage érudit. Quand je parle de libertinage, je parle de la liberté de penser. On est d'accord. Oui, mais justement, comment le défendre face à cette avalanche, à ce tsunami d'interdits, toujours au nom du camp du bien, toujours au nom de la vertu, qui essaye, heureusement ils n'y sont pas arrivés, mais de s'abattre sur nous. Eh bien oui, c'est une morale, une moraline, cet esprit moralisateur, inquisiteur contre lequel il faut lutter de façon permanente pour sauver notre liberté, notre culture et notre civilisation. Et c'est pour ça que je propose un retour au rock ou au rock'n'roll. Alors vous avez cité Bowie, Lou Reed, Mick Jagger, on aurait pu citer par exemple le glam rock des gens comme Brian Ferry ou Brian Eno, Roxy Music en son temps. Aujourd'hui, il y a aussi des gens qui proposent une esthétique. Je pense que le retour à l'esthétique et le retour à l'art, à l'art dans toute sa liberté, dans toute sa créativité, peut être un remède contre le wokisme. Et dans l'art, j'inclus bien sûr le rock, mais pas que. Je parle de l'art moderne et contemporain qui peut être, qui doit être une lutte contre les formes les discriminations, contre les fermetures d'esprit. C'est cela l'esprit libertaire, l'esprit transgressif. Quand on pense, par exemple, que prenons le grand album des Beatles en 1967, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, eh bien sur la couverture, sur la pochette, si on regarde bien derrière les 4 Fab Four, on voit par exemple Oscar Wilde, on voit par exemple Edgar Allan Poe, on voit des grands écrivains. C'est à ces écrivains-là, c'est à ces modèles de liberté qu'il faut retourner. Des gens comme Wilde, comme Byron, et qui peuvent influencer aujourd'hui certains grands écrivains, certains grands artistes ou certains grands réalisateurs de films, photographes. Tout à fait. Je pense que l'art en majesté, l'art dans sa plus noble expression, peut être un remède contre ce wokisme qui est tout sauf de l'art. On va écouter Daniel Savaleur-Schiffer, on va écouter justement un extrait de Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band. Sgt. Pepper. Et c'est vrai, ce qui est étonnant, c'est qu'on a vu aussi le circuit de John Lennon aussi, après qu'il était les Beatles, avant d'être lâchement assassiné en 1980. Il ne prenait que des valeurs de liberté, des valeurs ouvertes, des valeurs d'échange. C'était et le étonnant d'ailleurs que quand on pense que quand il y a des attentats, quand il y a des massacres et quand il y a, comme on en a eu, après le Bataclan, après Charlie Hebdo et ailleurs, les gens chantaient Imagine de John Lennon un peu partout. Absolument. Voilà une belle référence, voilà une magnifique référence, celle de John Lennon. Mais il y a aussi des gens moins connus. Je pense par exemple à quelqu'un comme Johnny Clegg en Amérique du Sud, un rocker qui a lutté contre l'apartheid.
qui a lutté pour la liberté des Noirs, pour l'égalité entre les Blancs et les Noirs. Il l'a fait de façon pacifique, de façon esthétique. Et c'est là qu'est le véritable message. Et c'est pour cela que ça passait tellement bien. Beaucoup de rockers ou de rockeuses ont été à l'avant-garde dans certaines révolutions. C'est pour ça que je dis que le rock est un chant révolutionnaire. Vous avez mis David Bowie, Life on Mars, mais David Bowie a chanté Rebel, Rebel. Rebelle, rebelle. Le rock c'était aussi une rébellion, un esprit de révolte contre le carcan à l'époque bourgeois dans les années 60-70. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Il y a dans le wokisme un embourgeoisement, justement, qui est l'inverse des valeurs du rock et qui est proche, à l'inverse, des valeurs du totalitarisme, de la pensée fascisante, sinon carrément fasciste. C'est cela que je déplore. Et c'est pour cela que je propose comme remède, parmi d'autres, un retour aux sources, aux idées libertaires et révolutionnaires et véritablement avant-gardistes du rock et de l'art en général. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si le pop art d'Andy Warhol c'est intimement lié aux Velvet Underground de Lou Reed, puisqu'il a produit, il a fait la pochette avec la banane jaune, etc. On va écouter, nous avons un auditeur, je crois, Esteban. Oui, peut-être un rocker, c'est Claude qui nous appelle depuis Perpignan. Bonjour Claude. Bonjour Claude. Oui, bonjour André Berkoff et bonjour Daniel Salvatore. Je voudrais vous poser une question, Daniel Salvatore. Je vous ai entendu à Perpignan au premier printemps des libertés d'expression et je vous ai entendu, j'ai beaucoup apprécié votre intervention comme celle d'aujourd'hui. Je voulais vous demander, un des moyens de lutter contre ce wokisme, est-ce que c'est pas, vous avez employé tout à l'heure le mot fascisme en parlant de leur discours, mais ça je dirais c'est trop gros, ça passera pas. Est-ce qu'il ne faudrait pas mieux, au lieu de remplacer, aujourd'hui on les qualifie tous ces mouvements de progressistes, alors que c'est leur faire trop d'honneur en fait. Est-ce qu'on pourrait pas dire les destructeurs ou les déconstructivistes à la place quand on parle de leur mouvement, des partis qui les soutiennent? Moi j'en ai franchement assez d'entendre progressistes à des gens qui veulent tout détruire, quoi. Ou même les régressistes peut-être, hein. Faudrait voir. Oui, mais André Berkoff, dans une de ses premières questions à mon endroit, m'a parlé du déconstructivisme. Nous avons d'ailleurs fait allusion à ces déconstructivistes français, comme Derrida, comme Foucault, comme Barthes, comme Lacan, comme Michel Serres et d'autres. Le problème, c'est que ces grands philosophes, ces grands penseurs, qui ont voulu lutter, déconstruire nos préjugés, déconstruire les valeurs obsolètes de notre culture, eh bien, ont été mal compris par les wokistes, et ce ne sont pas des déconstructivistes, mais des destructeurs. Ce qui est tout à fait différent. Appelons-les comme ça, alors. Des destructeurs. Déconstruire des idéologies, déconstruire des idées, des pensées, comme l'ont fait nos grands philosophes dans les années 60-70, c'est une chose. Détruire la pensée, détruire notre culture, détruire nos statuts, détruire notre patrimoine culturel et civilisationnel, cela, ça ne va pas. Cela, c'est une tentation totalitaire contre laquelle il faut lutter. Et le progressisme dont parlent ces wokistes c'est un progressisme, c'est une illusion d'optique. Dans mon livre, je parle de moonwalk. Ils font semblant d'avancer, mais en fait, ils avancent à reculons. C'est comme Michael Jackson, vous voulez, comme le moonwalk de Michael Jackson. Ouais. C'est une illusion d'optique. J'en place le mot, c'est une illusion d'optique. Au lieu d'avancer, ils donnent l'impression d'avancer, de progresser, alors qu'en fait, ils reculent. Ils sont rétrogrades. Indignes même de la pensée médiévale ou moyenâgeuse que l'on diabolise parfois même à tort. Voilà ce que je veux dire. Le wokisme, c'est la pensée moonwalk. C'est une illusion d'optique. On fait croire qu'on avance, alors que dans la réalité, on recule. Alors justement, Daniel Salvatore Schiffer, je voudrais peut-être qu'on avance un peu là-dessus et vous posez la question qui est l'éternelle question. Moi, je crois très sincèrement que les wokistes d'aujourd'hui se foutent totalement, je ne parle pas de Judith Butler et compagnie, et le genre, et on va parler du genre, mais se foutent totalement de Derrida, Foucault et compagnie. Je veux dire, quand ils les connaissent, et beaucoup ne les connaissent pas. Je crois qu'il y a aussi une déculturation, il
faut dire, parce que je ne sais pas combien de gens qui se revendiquent comme woke ou cancel ont lu, oui, les théoriciens, etc., les ont lus, mais combien ont lu ces gens-là? Je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup, et on voit très très bien, et on revient à ça, et c'est pour ça que quand vous dites, Claude, qu'il faut parler, il faut pas dire effectivement fasciste ou autre, sauf que, vous savez très 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 bien que les idéologies les plus plates, les plus binaires et les plus manichéennes, c'est celles qui malheureusement, les intégrismes les plus marchent auprès d'une certaine population jeune ou moins jeune. D'ailleurs, c'est pas une question simplement de jeunisme. Mais est-ce que, Daniel Salvatore Schiffer, est-ce qu'au fond, il faut pas aller au-delà? Pourquoi le rock et compagnie, qui était dans une période historique, qui est là et qui n'est pas évidemment, et le rock est éternel, mais pourquoi on n'y a pas eu, voilà, de corpus, je dirais, idéologique ou de corpus intellectuel ou corpus conceptuel, pourquoi il n'y a pas eu qui ont engendré quelque chose qui pourrait tenir face au wokisme? Parce que là, il n'y a pas ça. Pour le moment, c'est totalement absent. Et si vous dites on va mettre l'art en face, malheureusement, j'ai peur que ça ne tienne pas. Vous avez raison, hélas. Prenons par exemple l'exemple de la musique aujourd'hui. Oui. Il serait bien difficile de citer un grand guitariste, un virtuose de la guitare, comme l'était Jimmy Page de Led Zeppelin, par exemple, ou Pete Townshend de Who, ou Eric Clapton, ou le grand Jimi Hendrix, qui étaient comparables dans leur domaine de la guitare à un grand violoniste ou un grand pianiste en musique classique. C'est qu'aujourd'hui, même la musique est embrigadée. Aujourd'hui, ce sont des boîtes à rythme, c'est de la musique Internet, c'est de la musique sur ordinateur, et donc tout est récupéré, ce sont des produits de consommation, et ce qui est perdu, c'est l'esprit de liberté, d'inventivité et de créativité. C'est cela qu'il faut absolument retrouver dans tous les domaines, y compris dans le domaine politique, un domaine que je ne veux pas nécessairement aborder, mais il est évident que par exemple les wokistes sont aujourd'hui très proches politiquement, idéologiquement en France, notamment de l'islamo-gauchisme, qui est une véritable plaie, parce qu'elle tombe dans une idéologie qui est complètement sclérosée, qui est complètement manichéenne, binaire, comme vous avez dit. Moi, j'emploie le mot manichéen, vous employez le mot binaire, mais ça revient à peu près à la même chose. C'est cela, cet islamo-gauchisme, ce wokisme, cette cancel culture qui est une véritable plaie, un véritable danger pour notre civilisation, et ce contre quoi il faut lutter absolument. Et vous avez aussi raison de dire que Butler, par exemple, et d'autres épigones, d'autres papes du wokisme sont des gens qui ont une très faible culture. À peine ont-ils lu les grands déconstructivistes français, et s'ils les ont lus, ils les ont mal compris. Et ils les ont complètement récupérés au profit de leur propre et seule idéologie, ce qui est une grosse erreur scientifique, philosophique, intellectuelle, morale, tout ce que vous voulez. Et donc, ce qu'il faut retrouver, c'est aussi une culture. Nous avons affaire actuellement à un nivellement par le bas au niveau de la culture. Il suffit de regarder la plupart beaucoup d'émissions télévisées, de télévision, la télé-réalité. Je ne veux pas être ringard. Je ne veux pas être assis. Oui, parce que là, on va nous accuser de ringardisme, mon cher Daniel Schiffer. Vous pensez là, vous êtes... Bernard Pivot vient de nous quitter, par exemple. Où est une émission comme Apostrophe ou Bouillon de Culture avec un vrai débat? Ce qui manque, c'est le débat. C'est le débat intellectuel, culturel et tolérant. C'est ce manque de débat, ce manque de confrontation des idées, dans le respect d'autrui, dans le respect des opinions, dans le respect des croyances, qui est aujourd'hui absolument lamentable et dangereux pour notre civilisation. Eh bien, nous, on va continuer à débattre avec vous, Daniel Salvatore Schiffer, et à entendre quelques très bons morceaux après cette petite pause. Et puis vous aurez la parole évidemment 0826 300 300 si vous voulez discuter avec Daniel Salvatore Schiffer et André Berkoff. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau.
Sud Radio Berkov dans tous ses états. Ah, ça a 60 ans et tout le monde encore écoute et tout le monde encore danse là-dessus et tout le monde accorde. Mais je crois que nous avons, Esteban, nous avons un auditeur. On parle de wokisme contre wokisme avec Daniel Salvatore Schiffer, et puis on a Serge qui nous appelle depuis Vichy. Serge qui est peut-être amateur de rock, on ne sait pas. Bonjour Serge. Bonjour Serge. Oui, bien sûr. Vous savez, moi je fais partie de ces gens qui ont grandi avec la contre-culture, comme on dit. Qui ont connu les Stones, les Beatles, Bowie, Roxy Music, qui est Roxy Music, bien sûr, et Brian Ferry et compagnie. Mais je voulais rajouter, c'est très intéressant ce qu'a dit votre invité aujourd'hui, comme d'habitude, mon cher Monsieur Berkov. Il faudrait rajouter sur le plan cinématographique toute la comme antidote à tout wokisme en ce moment, il faudrait rajouter la filmographie de Denis Arcand. Ah oui, Denis Arcand, bien sûr, le Québécois. Le Québécois, en commençant par le déclin de l'Empire américain. Après, la critique assez jouissive des ismes, des trotskismes, libéralismes, etc., qu'on trouve dans Les Invasions barbares, une dizaine d'années d'après. Et puis, pour terminer, le tout dernier film qu'il a fait, qu'il appelle d'une façon assez prémonitoire peut-être, au moins sur le plan cinématographique, qu'il a appelé Testament. Où là, il montre comment des gens qui sont de notre génération se trouvent face à des jeunes complètement acculturés, mais qui pensent tout connaître sur les peuples premiers, par exemple au Québec. Voilà. Et c'est assez amusant, bien entendu, parce que c'est toujours bien tourné. Et puis, il faudrait rajouter sur le plan intellectuel un livre que je suis en train de lire en anglais, mais ça, c'est des formations professionnelles. Un des tout derniers livres de Roger Scruton. Régis Scruton, sur le conservatisme, le conservateur. On va pas rentrer sur une discussion sur Scruton, mais dites-moi le titre du livre. Alors en anglais, c'est Thinkers of the New Left. D'accord. Donc les penseurs de la nouvelle gauche, et où il démonte d'une façon, parce qu'on sait que Scruton est conservateur, et il démonte avec jouissance, et c'est vraiment jouissif à lire, les gens comme Foucault, Derrida, tous les équivalents anglo-saxons, à commencer par Galbraith. Eh bien, écoutez, on va tâcher effectivement de le faire traduire, tout cela. Mais pour revenir à, vous voyez, c'est vrai, Daniel Salvatore Schiffer, votre prochain livre, ça devrait être justement les films, cinématographisme contre wokisme, ce serait peut-être pas mal non plus. Mais la question que je voulais vous poser, Daniel Schiffer, c'est celle-ci. Est-ce que pour vous, le rap rentre dans quelle catégorie? Parce que on peut pas dire que le rap est très wokiste, quand on voit il est attaqué comme sexiste, terrible, etc., patriarcal même énormément. Et surtout, est-ce que dans le rock, est-ce qu'il y a aujourd'hui, dans les groupes de rock, si vous continuez à les écouter, est-ce que le wokisme a pénétré dans le rock ou pas du tout, à votre connaissance? Je pense que le wokisme, malheureusement, a pénétré dans le rock, comme il a pénétré dans le cinéma hollywoodien, par exemple. Hélas. Je le déplore, bien sûr, et j'aurais bien du mal aujourd'hui à vous donner des noms de guitaristes ou de chanteurs, de pianistes appartenant au rock, qui ont vraiment conservé cet esprit libertaire, révolutionnaire et rebelle, comme vous et moi, comme notre génération l'a connu, encore une fois, sans être vouloir ringard, rétrograde ou has-been. Mais pour rebondir sur ce que disait votre précédent auditeur, il a parlé d'acculturation, nous en avons parlé aussi, et c'est tout à fait vrai, un nivellement par le bas au niveau culturel, mais aussi un appauvrissement de la langue. Et ça, c'est extrêmement dommageable. Quand on entend les jeunes d'aujourd'hui, par exemple,
mettre des du coup partout, du coup, alors que ça n'a rien à voir, ou bien génial, voilà, tout est génial, la moindre petite chose en musique est géniale, comme pouvait être Michel-Ange, Mozart ou Béla Bartok, vous comprenez, cette équivalence entre les mots, entre les concepts, cet appauvrissement de la langue, où le langage aujourd'hui se réduit à quelques centaines de mots la plupart du temps, est aussi un de nos fléaux. Alors nous avons parlé des sensitivity readers, ceux qui réécrivent les livres, mais il y en a qui voudraient aussi réécrire les films. Quand on pense, par exemple, que dans certains films, la cigarette est bannie, on ne montre plus des films où il y a une cigarette, ou bien où il y a trop d'alcool. Mais il y a quelques années d'ici, je vous donne un exemple très concret. Il y a quelques années d'ici, il y a, je sais pas, 10 ans, donc il n'y a pas tellement longtemps, il y a eu une grande rétrospective sur Jean-Paul Sartre à la BNF, à Paris. Eh bien, l'affiche montrant Sartre avait gommé sa cigarette. Exact. Sartre sans cigarette. Et imaginez Gainsbourg sans cigarette, ou Maigret sans sa pipe. Vous comprenez, ou Bukowski sans son verre de whisky. C'est cela qui est absolument. Oui, et ce qui est terrifiant, c'est qu'on les gomme. Malraux aussi, on avait gommé, je me rappelle plus pour quelle exposition sur Malraux, on avait gommé la cigarette de Malraux, absolument. La cigarette de Malraux, on gomme la cigarette de Catherine Deneuve, on gomme les gitanes de Gainsbourg. Un film comme Le Dernier Métro, par exemple, merveilleux film avec Gérard Depardieu. François Truffaut, bien sûr. De François Truffaut, serait aujourd'hui difficile à regarder. D'abord parce que on y fume, on y boit, on y fait l'amour, et parfois de façon sauvage et impromptue, et aussi parce que c'est Depardieu, et que Depardieu aujourd'hui est catalogué comme le grand agresseur, le grand violeur, tout cela sans preuve, bien sûr, avec ses procès d'intention constants. On l'a fait à l'encontre de Polanski. On ne veut plus voir un film comme Le Pianiste de Polanski, qui est un chef-d'œuvre absolu, ou bien son film sur Dreyfus, J'accuse. Voilà. Polanski gommé, Depardieu gommé. Je suppose qu'on gommera bientôt David Bowie, comme on essaie de gommer Voltaire ou bien Charles Baudelaire. Auparavant, Daniel Schiffer, auparavant on brûlait les livres, et aujourd'hui on veut effacer, et on fait de l'effacement effectivement de mémoire et de l'effacement de genre. Oui. Ce sont des autodafés, et on en arrive, dans une province du Canada, on en arrive à brûler des livres en public, exactement comme le faisaient les nazis. On en arrive à enlever des livres entiers de bibliothèques parce qu'ils ne correspondent pas à la doxa, à l'idéologie contemporaine. Eh bien, on n'enlèvera pas votre livre, Daniel Salvatore Schiffer, Le rockisme contre wokisme, c'est ça, aux éditions Éric Bonnier. Merci beaucoup, Daniel Salvatore Schiffer, d'avoir été avec nous. André Berkoff, on vous retrouve demain entre 13h et 14h pour la culture avec Céline Alonso. Vous recevez Alexandre Devecchio, et puis demain au comment ce sera Alexis Poulain de midi à 13h demain sur Sud Radio. De suite, Bridgeley. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.